Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Alors on va parler ce matin d'intelligence artificielle. On espérait un outil d'égalisation et vous nous dites finalement qu'elle risque d'être surtout un facteur de polarisation, c'est-à-dire. Oui Dimitri, c'est la crainte. Alors c'était déjà, on s'en souvient, la déception qu'avait eu Internet. Internet devait offrir à chacun les mêmes savoirs, les mêmes chances, le même accès au marché mondial. On se souvient, la réalité était beaucoup plus contrastée. Le numérique a bien abaissé certaines barrières, mais il en a érigé d'autres et plus profondes. L'intelligence artificielle s'apprête à reproduire exactement ce schéma, à l'amplifier dans des proportions que nous commençons seulement à mesurer. Un nouveau creusement des inégalités en quelque sorte. Oui, c'est une sorte de mécanisme de bifurcation en fait. Vous vous souvenez de l'économie en K après le Covid? On espérait une reprise en V, c'est-à-dire une symétrique collective, et puis en fait on a eu un K. Une partie de la population remontait, l'autre continuait à descendre. L'IA a introduit le même type de bifurcation, mais cette fois elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle, parce qu'elle touche la nature même du travail. Concrètement, ça ressemble à quoi ? Alors la logique est implacable. L'IA, c'est un outil de levier cognitif. Elle démultiplie la capacité de traitement de production de ceux qui l'utilisent. Mais la formule gagnante n'est pas simplement savoir utiliser l'IA, c'est plus exigeant que ça. C'est la combinaison d'une vraie maîtrise des outils, de ce qu'on appelle l'agence. Cette capacité à être autonome, à prendre des initiatives, à exercer un jugement indépendant. Et l'un sans l'autre ne suffit pas. Le travailleur qui utilise l'IA sans autonomie intellectuelle ne la pilote pas. Il est géré par elle. Oui. Il devient l'exécutant de la machine plutôt que son pilote. Et ceux qui s'en sortent bien alors ? Le juriste brillant, l'analyste financier aguerri, le médecin expérimenté, tous voient leur productivité exploser. Ils font en 2 heures ce qui leur prenait peut-être une journée. Leur avantage compétitif déjà réel devient écrasant précisément parce que c'est leur capacité à diriger, corriger, contester la machine qui donne de la valeur à ce qu'elle produit. Pendant ce temps, l'IA ne complète pas mais se substitue aux travailleurs dont le cœur de métier consistait à exécuter des tâches répétitives selon des procédures fixes. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'agence. Des années de travail d'exécution n'ont pas eu l'occasion de développer ce rapport actif et critique au travail que la machine exige désormais. On se retrouve à valider des outputs qu'il ne comprend qu'à moitié. Enfin, il se retrouve, à valider des outputs qu'il ne comprend qu'à moitié dans un rôle que la machine finira par occuper seule. Et finalement, la formation, l'école qui sont les remèdes habituels à ce genre de situation. Alors, c'est là que le diagnostic devient vraiment sombre, parce qu'on invoque rituellement la reconversion à l'apprentissage tout au long de la vie d'abord. Bon, ces solutions sous-estiment dramatiquement la vitesse du phénomène. Apprendre à collaborer avec l'IA, ça se réduit pas à maîtriser un outil, ça suppose de reconstruire un rapport au travail fondé sur l'initiative et le jugement critique, ce que 2 jours de formation ne transmettent pas évidemment. Quant à l'école, on compte sur elle pour préparer les générations futures, mais l'école française est elle-même une machine, on le sait, à reproduire les inégalités. Les enfants des milieux favorisés arrivent avec un capital culturel, une aisance avec l'abstraction, un rapport confiant au savoir, exactement ce que l'IA récompense le plus. La technologie censée égaliser les chances risque fort de cristalliser les hiérarchies existantes. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier.